Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être venus si nombreux pour cette rencontre au Café de la Librairie où j'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir François Hollande. Alors Monsieur le Président, bonjour et merci beaucoup de votre venue à Dialogue. Vous avez été Président de la République française du 15 mai 2012 au 14 mai 2017 et aujourd'hui, moins d'un an après la fin de votre mandat, vous venez de publier un ouvrage aux éditions Stock. Il est intitulé « Les leçons du pouvoir ». Vous y revenez sur votre quinquennat marqué par de nombreuses épreuves et vous nous offrez un document rare sur l'exercice du pouvoir présidentiel. Alors avant tout, pourquoi ce livre, moins d'un an après votre départ de l'Élysée, et comment s'est-il écrit? Alors d'abord, merci d'être venus aussi nombreux pour des signatures que je ferai autant qu'il sera possible jusqu'au début du matin prochain. Je suis venu à Brest, j'allais dire comme toujours, pour les grandes occasions, puisque c'est de Brest que je suis parti en voyage et ça m'a conduit jusqu'à l'Élysée. Je suis arrivé avec un temps qui correspond non pas à la météo de la Bretagne, mais au symbole de mon quinquennat, parce que nous avons affronté bien des épreuves. Et c'est vrai que je voulais, à travers un livre, non pas faire le récit, chacun le connaît, mais vous dire ce que j'avais éprouvé, ressenti, comment j'avais pu prendre mes décisions. Elles ont été particulièrement graves à l'occasion notamment des attentats, mais elles ont été, je crois, judicieuses sur le plan économique. Je reviens aussi sur des regrets que j'ai pu exprimer ou éprouver. Des erreurs, il y en a toujours dans toute action humaine. J'ai aussi voulu vous dire ce que je pensais des personnes que j'avais rencontrées. Je ne parle pas des personnes à l'intérieur de la vie politique française. C'eût été un vrai dictionnaire que j'aurais été obligé d'écrire, mais des personnalités que j'ai pu rencontrer à l'occasion des événements internationaux et qui, encore aujourd'hui, peuvent éclairer les fautes ou les erreurs que ces mêmes personnes peuvent commettre. Je pense notamment à Donald Trump, que j'ai eu l'occasion par 2 fois d'avoir au téléphone et dont je me suis félicité de n'avoir pu le rencontrer, tant il me donnait des éléments qui me laissaient très inquiet sur les choix qu'il allait faire. Et de ce point de vue, il a été conforme, hélas, à mes prévisions. Alors pourquoi je l'ai écrit aussi vite? D'abord parce que je n'avais pris aucune note durant ce quinquennat. Je n'en avais pas le temps, et ce n'est pas ma méthode. Et je voulais que les souvenirs soient encore relativement présents, aussi bien pour moi-même que pour tous ceux qui auraient à lire le livre. Et donc j'ai pris, à partir du mois de septembre, le temps de retrouver des éléments qui me paraissaient déterminants dans mes choix. Et je l'ai écrit avec une volonté de rendre son accès le plus facile. Et vous avez vu comment j'ai découpé le livre. C'est non pas un récit chronologique, mais c'est par rapport à ce que sont les fonctions d'un président ou de ce que j'ai pu moi-même avoir comme sentiment, comme réaction par rapport à des événements. Voilà les raisons qui font que ce n'est pas un livre de mémoire. Ma vie n'est pas encore terminée. Ce n'est pas non plus un récit chronologique, parce que je considère que ce n'est pas le sens qu'il faut lui donner. Ce n'est pas du tout des leçons que j'adresserai à mon successeur. Il pourrait y en avoir, mais ce n'est pas mon idée. C'est des leçons que je veux donner aux Français pour qu'ils comprennent bien ce que signifie présider la France, surtout dans une période exceptionnelle. Et j'ai beaucoup insisté sur la présidence normale. Vous savez, ça m'a été d'ailleurs plusieurs fois reproché, la présidence normale. J'avais dit que j'étais un candidat normal. C'était assez facile à comprendre en 2012, candidat normal. Mais on pouvait se poser la question, pourquoi être un président qui voulait être normal? Ça ne voulait pas dire banal, ça voulait dire être authentique, humain, respectueux, et capable d'entendre tous les messages qui m'étaient, il y en avait de nombreux, qui m'étaient adressés. Et je pense que c'est une fonction, celle d'être président, qui exige beaucoup de maîtrise, beaucoup de contrôle de soi-même, compte tenu de la gravité des choix et des épreuves que nous avons à traverser. Voilà pourquoi j'ai voulu aussi donner cette explication.
Alors tout au long du livre, vous nous racontez donc ce qu'est présider la France, ce pays qui a une vocation mondiale, mais qui est aussi sujet à des fièvres hexagonales. Être le chef de l'État, c'est avant tout avoir un pouvoir décisionnel, et vous l'avez dit, un pouvoir décisionnel très important. Alors quelles sont les décisions qui ont été les plus difficiles à prendre lors de votre quinquennat, et sont-elles celles qui relèvent du militaire? Les premières décisions que j'ai eu à prendre, elles étaient de nature économique. Peut-être d'ailleurs n'avais-je pas suffisamment expliqué au début du quinquennat combien le pays dont j'héritais était dans une situation extrêmement dégradée. Mais je ne voulais pas, parce que la campagne était passée, je ne voulais pas donner le sentiment de régler un compte par rapport à mon prédécesseur, et je ne voulais pas donner l'impression de me défausser. Mais j'ai eu à prendre des décisions, notamment sur le plan budgétaire, fiscal, certains s'en souviennent, où on a demandé des sacrifices. Mais des sacrifices qui étaient liés à la situation que nous connaissions, c'est-à-dire un déficit qui était de plus de 5% de la richesse nationale, avec une dégradation de la situation de l'emploi. Les plans sociaux s'abattaient sur nous comme à gravelotte. Là, il pleuvait, mais il pleuvait, hélas, des suppressions d'emplois en grand nombre. Donc il fallait que je prenne des décisions qui étaient pas forcément faciles pour un président de gauche, puisqu'il s'agissait de soutenir les entreprises, de leur donner plus de moyens pour investir et pour embaucher. Et ça n'a pas forcément été compris, notamment par l'électorat qui m'avait porté aux responsabilités du pays. Mais quand j'ai vu encore récemment les résultats, parce que je veux y revenir, les résultats économiques, la croissance, l'investissement, le déficit qui a considérablement baissé, c'est vrai que c'est venu des décisions, les premières que j'ai eues à prendre comme président de la République. Mais comme vous le dites, les décisions les plus lourdes de conséquences, celles qui créent forcément pour le chef de l'État un élément de réflexion et d'émotion, c'est lorsqu'il faut envoyer les soldats sur un théâtre d'opération. Et je n'avais pas prévu que le Mali verrait sa situation être à ce point dégradée, puisque des djihadistes, des terroristes qui occupaient déjà le nord Mali, étaient prêts à envahir tout le pays et sans doute toute l'Afrique de l'Ouest. À ce moment-là, c'était au mois de janvier 2013, j'ai été amené à envoyer nos forces militaires, nos soldats, donc, au Mali. Je savais, parce que j'avais toutes les informations, qu'il y avait des risques considérables pour ces soldats. Et aussitôt avais-je pris cette décision que 24 heures après, un pilote a été tué. Il s'appelait Damien Boiteux. J'ai ce souvenir. Et c'est, je le rappelle dans le livre, quand même des coïncidences parfois exceptionnelles. Parce que un des premiers colonisateurs du Mali français s'appelait Boiteux. Et donc, près d'un siècle plus tard, un autre Boiteux venait libérer le Mali des djihadistes. Et quand je suis, vous vous en souvenez, allé à Bamako 2 mois après, et qu'on a eu cette foule qui venait nous remercier, nous dire « Vive la France, vive la France, vive la France », j'ai pensé aussi à ces tirailleurs sénégalais qui étaient venus, eux aussi, pendant les 2 premiers conflits mondiaux du XXe siècle, nous libérer. Donc voilà ce que j'ai pu avoir comme décision qui m'ont profondément marqué. Puis j'en ai d'autres que je raconte dans le livre. Lorsqu'il s'est agi, lorsqu'il y a eu la prise d'otages à l'Hypercacher, vous vous souvenez, janvier 2015, en même temps qu'il y avait ces 2 terroristes qui s'étaient réfugiés dans une imprimerie. Et où il a fallu donner un ordre qui devait être concomitant. Il fallait faire l'assaut dans les 2 endroits. Et pendant 2-3 minutes, une fois que l'ordre est donné, on n'a pas le retour. Et je me souviens de Bernard Cazeneuve, qui était ministre de l'Intérieur. C'était par lui que l'ordre avait été donné, le mien, et qui devait avoir le résultat. On le voyait à la télévision, mais on n'en connaissait pas exactement la nature du résultat. On sentait bien qu'il y avait eu une réussite dans les 2 cas, mais enfin, avec quelles conséquences pour les policiers ou les gendarmes qui avaient donné l'assaut. Il avait un tout petit téléphone, Cazeneuve. Je me disais, mais c'est un téléphone d'une génération obsolète. Est-ce que c'est vraiment avec ce téléphone-là qu'on va avoir l'opération qui va nous permettre d'en terminer avec ces horreurs? Et on a eu à ce moment-là le soulagement et ce résultat. Je pourrais
donc vous dire toutes les émotions qu'on peut ressentir dans ces moments-là, et la solitude. Même si je vous parlais de Cazeneuve, de Valls, de Taubira, qui était là autour de moi, mais à un moment, c'est toujours vers le président que les têtes se tournent, parfois pour lui demander des comptes. Et donc, le livre reprend cette solitude du président. Ça ne veut pas dire qu'il doit décider toujours seul, sans avis, mais à un moment, la responsabilité, c'est la sienne. Alors la question militaire, elle est centrale dans la fonction du président, qui est le chef des armées. Nous sommes ici à Brest, qui en est l'un des lieux importants. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de l'importance de la dissuasion nucléaire pour la France dans le contexte international actuel? Alors je suis revenu à Brest, effectivement, comme président, pour venir à l'île Longue et assurer le renouvellement de la force de dissuasion. Parce que, en réalité, un président, il décide pas forcément pour les 5 ans que la légitimité de l'élection lui donne, mais il décide pour une durée bien plus longue. Quand il s'agit de renouveler la force de dissuasion, ça va prendre des années et des années, y compris quand je ne suis plus président. Mais il fallait, Patricia Adam est peut-être parmi nous, elle a contribué aussi à ce travail, il fallait que nous ayons cette volonté de garder la force de dissuasion. Mais je sais que dans la population, ça ne va pas forcément de soi. On se dit, mais pourquoi on garde la force de dissuasion? Pourquoi alors qu'on ne l'emploie jamais? Heureusement qu'on ne l'emploie jamais. Mais parce que ça nous donne un statut de puissance, la France. Et ce statut de puissance, il faut avoir les événements d'aujourd'hui à l'esprit pour en bien mesurer l'impact et finalement la nécessité. Moi, je pense que être président de la France, c'est être président d'un pays, il y en a combien? 3 ou 4 comme ça dans le monde, qui peut décider, qui peut agir à l'échelle du monde. Il y a les États-Unis, on le voit en ce moment, pas pour le meilleur. Il y a la Russie, on le voit aussi, et pas nécessairement non plus pour la cause qui peut être la nôtre, la liberté, la démocratie, le respect des frontières, etc. Il y a la Chine, avec sa puissance économique, même si sur le plan politique, la Chine est toujours très attentive au respect des traités et à la paix. Il y avait le Royaume-Uni, je dis il y avait le Royaume-Uni, parce que je pense que le fait que le Royaume-Uni s'écarte de l'Union européenne va sans doute lui faire perdre son statut. Et puis après, il y a d'autres puissances, mais qui n'ont pas la même force que la France, parce que la France est membre permanent du Conseil de sécurité et a la force de dissuasion. Et dans un monde dangereux comme nous le connaissons, la France peut avoir cette capacité. Alors, il faut y consacrer des moyens, des ressources qui ne vont pas de soi. On demande des sacrifices à beaucoup de contribuables, et c'est pour une force de dissuasion qu'on n'emploiera, on l'espère, jamais, mais qui nous permet d'agir pour la paix. Parce que la France, c'est une puissance qui doit agir pour la paix et pour la démocratie et pour la liberté. Et il n'y en a pas beaucoup dans le monde qui ont cette vocation. Puis on ne peut parler de votre quinquennat sans évoquer l'Europe, l'Europe qui connaissait des heures très difficiles à votre arrivée au pouvoir, l'Europe pour laquelle vous avez mené plusieurs négociations pour la reprise de la croissance ou le sauvetage de la Grèce. C'est aussi l'Europe qui a été l'un des points de rupture avec les frondeurs du PS. Alors en quoi est-il important, selon vous, de continuer de choisir l'Europe et comment devrait-elle faire face à la crise migratoire actuelle pour ne pas se perdre? Bon, on est là pour, effectivement, jusqu'au petit matin sur des questions comme ça. L'Europe, c'est à la fois le cadre de notre action politique, c'est aussi notre espérance. Dès lors que nous sentons bien qu'il faut être à ce niveau si on veut peser sur le destin du monde et si on veut régler les questions de migration ou les questions de commerce ou d'investissement dans les secteurs d'avenir. Et c'est aussi une déception, l'Europe, y compris pour le président que j'ai été. Je raconte dans le livre, je suis élu donc au mois de mai, le premier Conseil européen d'importance c'est au mois de juin, et le protocole est toujours le même. On fait d'abord une photo, puis après on entend les discours, 28 pays. Je me dis, ils vont pas tous parler quand même, les chefs d'État et de gouvernement. Moi je viens d'arriver, je ne réclame pas une préséance, on me l'a donné d'ailleurs, c'était tout à fait légitime. Mais vous voyez, il y a des instances européennes qui sont extrêmement lourdes à manœuvrer.
Et il fallait avoir avec Angela Merkel aussi des rapports qui soient de confiance. Or, c'est pas facile d'établir au départ un rapport de confiance, parce que on n'avait pas les mêmes sensibilités politiques. L'Allemagne est très soucieuse de ses équilibres économiques. Elle considère que la France n'est pas toujours respectueuse, ce qui était vrai avant nous, des traités, notamment de nos obligations budgétaires. Et vous avez vu qu'aujourd'hui encore, elle est encore réticente. Mais elle a compris. Elle a compris qu'on avait à régler des choses ensemble. Et elle l'a d'autant plus compris au moment où est arrivée la crise des réfugiés. Parce que c'est là qu'elle a sans doute admis que le principe de solidarité valait aussi pour l'Allemagne. Jusqu'à présent, elle pensait que c'était à l'Allemagne qu'on demandait des efforts et que les Allemands n'avaient pas toujours envie d'être les meilleurs élèves, ça ils pouvaient l'être, mais les contributeurs principaux du système. Puis un jour arrive la crise des réfugiés. Elle accueille une bonne partie de ces réfugiés, puis ensuite elle n'en peut plus, l'Allemagne. Je rappelle que l'Allemagne a accueilli 1 million de réfugiés. Et elle se retourne vers ses voisins de l'Est, en demandant, écoutez, on va partager ensemble le fardeau. Et là aussi, ça a été un constat amer, que ces pays de l'Est, pour lesquels nous avions, nous, ouvert les bras au lendemain de l'effondrement du mur de Berlin, et qui avaient, grâce à l'Europe, accédé à une croissance économique, puis aussi à des subventions importantes venant de l'Europe, ce qu'on appelle les fonds structurels, eh bien ces pays-là disaient non, nous, on ne veut pas partager le fardeau. Et c'est là que nous avons pu, Angela Merkel et moi, agir ensemble, et ça sera encore à faire pour les prochaines années, si les situations de conflit au Moyen-Orient se poursuivent. Il faut bien comprendre que longtemps l'Europe a fermé les yeux sur ce qui se passait en Syrie, en Irak et même en Afrique. Puis un jour, on s'aperçoit que lorsque les conflits ne sont pas réglés ou quand ils s'aggravent, ça crée des réfugiés, ça crée des migrants, et qu'ensuite ils viennent se presser sur les côtes européennes. Donc il est très important que l'Europe, aujourd'hui, face à ce qu'est un désengagement américain, face à des conflits qui sont à nos portes, puisse se doter d'une Europe de la défense, se donner des moyens de contrôler nos frontières, d'être davantage coordonnée sur le plan de la sécurité, et puis d'investir dans les dépenses d'avenir et d'avoir une politique migratoire commune. Ça, c'est le grand enjeu des prochaines années, avec, je pense, Angela Merkel, qui, je leur fais la description dans le livre, est une femme qui est profondément européenne, mais qui a beaucoup plus de contraintes qu'un président de la République française. C'est ce qu'on n'a pas forcément en tête. On se dit, la chancelière d'Allemagne, elle est toute puissante. Non, la chancelière d'Allemagne, elle est toujours obligée de négocier avec sa coalition, négocier avec son parti, négocier avec ses régions, alors que le président de la République française, il a quand même plus de liberté. Il ne faut pas qu'il en ait trop, mais il a quand même beaucoup plus de liberté. Et donc il faut comprendre aussi notre partenaire allemand, parce que je suis sûr qu'Angela Merkel aura, à la fin des fins, une attitude européenne. Mais la France, elle doit aussi avoir confiance dans l'Europe. Et là, on va avoir des débats dans les prochains mois sur la question européenne. Ça sera toujours plus facile pour des populistes de dire qu'ils ne veulent plus d'Europe. Toujours plus facile à l'extrême droite comme à l'extrême gauche. Il ne faut pas non plus être un Européen qui est béat, mais il faut être européen. Et vous avez raison, au sein du Parti socialiste, il y en a peut-être encore, qui n'ont pas compris que c'est dans ce cadre-là, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire bouger, mais c'est dans ce cadre-là qu'on doit agir. Et vous savez, je le dis dans le livre, hein, moi je suis lucide, je suis confiant dans beaucoup de domaines, notamment dans les forces de la France, mais je suis inquiet sur la démocratie. La démocratie, pour ma génération, c'était le système qui allait nécessairement de soi. On pensait que c'était être le système universel. Et puis on voit la démocratie reculer. On voit des puissances s'installer qui nient même le principe de démocratie. Et puis même dans nos pays européens, y compris de l'Ouest, on voit que la démocratie est contestée, les partis, les syndicats, les grandes associations, le Parlement. Donc,
il faut se battre toujours pour la démocratie. Et c'est, si je peux donner ce message à travers ce livre, au-delà de ma propre expérience, de mon témoignage, comme citoyen et comme acteur politique, aujourd'hui, c'est que la démocratie, je n'ose pas dire la social-démocratie, mais ne m'y poussez pas, la démocratie doit être défendue âprement, parce qu'elle n'est plus le système qui va de soi pour beaucoup.